Samedi 28 mars 2026, la romancière camerounaise Emily Boom était invitée à la librairie Ombre Blanche en partenariat avec l'association du prix du jeune écrivain autour de son œuvre commencée en 2010 avec Le Clan des femmes et dont le dernier livre, Le rêve du pêcheur, publié chez Gallimard, a reçu de nombreux prix, dont le prix des 5 continents de la francophonie et le Grand Prix Afrique de l'Association des écrivains de langue française. La rencontre était animée par le libraire Nicolas Vives. Donc, vous venez de recevoir le Grand Prix de la francophonie pour votre dernier roman, Le rêve du pêcheur, qui est sorti initialement il y a 2 ans, en juillet 2024. Voilà. Un de vos précédents romans qui s'appelle Les Maquisards va sortir en folio au mois de mai, alors que je n'ai pas pu lire parce que le livre est plus disponible et je n'ai pas pu avoir l'édition de La Cheminante. Je crois savoir que vous avez un roman qui sort à la rentrée littéraire, voilà. Peut-être qu'on en discutera aussi tout à l'heure. Donc du coup, j'ai pu lire. Bon, j'avais lu en 2024 Le rêve du pêcheur, et c'est à ce moment-là que j'ai été rentré dans votre œuvre. Les jours viennent et passent, qui était votre roman précédent que j'ai lu, et puis votre premier livre, Le Clan des femmes. Que j'ai lu aussi. Donc, on va essayer de faire au travers de ces 3 romans-là, de voir un petit peu quels sont les grands courants qui irriguent votre univers romanesque, si vous le voulez bien. Mais ne vous interdisez pas de nous parler aussi des maquisards, parce que voilà, s'il y a besoin, quoi. Hein. Voilà. Donc, vous publiez depuis 2010. Donc, voilà, je disais, je ne vais pas refaire j'avais écrit des romans qui narrent des histoires de famille sur plusieurs générations et sur le temps long. Des romans entre le Cameroun et la France, pour la plupart, sauf pour le Clan des femmes, mais qui ne sont pas que des histoires d'exil. Et en fait, je voulais partir d'une idée que développe une romancière américaine qu'on cantonne volontiers dans l'univers de la science-fiction, qui s'appelle Ursula Le Guin, qui en réalité est une romancière très imprégnée d'anthropologie et qui s'est servie tout au long de sa vie des fictions et de l'univers fantastique et de science-fiction pour aborder cette question de l'anthropologie et imaginer des mondes possibles. Et elle développe dans un texte très court qui s'appelle la théorie de la fiction panier, une idée que je trouve vraiment très intéressante, parce qu'il y a aussi un pan extrêmement, une pensée féministe qui irrigue tout ça. C'est qu'elle met pas en opposition, mais elle dit que depuis toujours, on a centré la question de la littérature autour de cette grande question du héros qui en général est armé d'un objet long et contondant, et que parce qu'a priori c'est moins romanesque, le héros est plus romanesque que une héroïne qui irait ramasser des graines pour nourrir la famille et qui en fait serait la base aussi de la littérature. Et elle dit que elle s'est évertuée toute sa vie à faire des fictions qui sont ce qu'elle appelle donc des fictions paniers, où en fait elle recueille des choses et que le contenant, en fait, le roman sert de contenant. Je vous donne juste une petite phrase. Elle dit: la forme correcte, adéquate du roman pourrait être celle de la besace ou du sac. Un livre renferme des mondes, les mondes renferment des choses, ils revêtent des significations. Un roman est un paquet sacré, comme ceux des peuples premiers d'Amérique du Nord. Il contient des choses dans la relation particulière et puissante qu'elles entretiennent les unes avec les autres et avec nous. Enfin, on voit bien que le héros n'est pas à son avantage dans un sac. Il lui faut une estrade, un piédestal, un pinacle. Si on le fourre dans un sac, il a tout à coup des allures de lapin ou de pomme de terre. Et c'est pour cela que j'aime les romans. En lieu et place du héros, ils contiennent des gens. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vos livres sont le reflet de ça. Que, au travers de vos histoires de famille, que vos histoires de famille vous servent à raconter
plein d'autres choses qui sont plus générales et que les personnages et la psychologie sont vraiment au service de ça. Qu'est-ce que vous... D'abord, bonjour à tous et encore désolé pour mon petit retard. J'aime beaucoup cette idée que, au fond, les romans qu'on a racontés, qu'on a écrits jusqu'ici, pendant très longtemps, en tout cas, ça change, Dieu merci, mais pendant très longtemps, les aventures romanesques étaient des aventures masculines et que c'était peut-être plus intéressant de raconter une chasse au mammouth qui allait dans d'autres contrées et revenait avec des grosses défenses de mammouth que les femmes qui étaient restées longtemps à planter les graines, à les regarder longuement pousser et puis à élever les enfants et à créer des mondes finalement. Et l'idée qu'un roman est une besace ou un sac à main de femme, ou dans lequel on peut trouver toutes sortes de choses qui petit à petit, l'une décorrélée de l'autre, peuvent ne ressembler à rien, mais reliées les unes avec les autres racontent des univers qu'on n'a pas forcément l'habitude d'explorer. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, ce que j'aime dans le roman, pourquoi j'aime cette forme d'expression particulière, c'est aussi parce que il y a un temps long, un temps ample, dans lequel on peut inscrire une forme de nuance et de complexité, et on peut, tout en abordant des questions difficiles et même brutales, introduire aussi une espèce de lien, une espèce de temps long de parole et de conversation, qui fait que oui, les choses semblent plus évidentes. Juste pour exemple comme ça, si on nous raconte, et on nous raconte beaucoup, c'est ce que les informations nous disent, que partout dans le monde il y a des catastrophes. Si on nous annonce 150 morts, je ne sais pas où, on se dit ah les pauvres. Mais quelque part, l'esprit humain n'est pas, nous ne sommes pas préparés à accueillir 150 morts. C'est juste une information, une statistique. Et c'est beaucoup trop pour notre empathie. Mais tout d'un coup, dans un roman, on leur donne un nom, on leur écrit un récit, on crée des liens, on en fait des êtres humains, on leur donne un visage. Il y a un narratif. Et alors, on peut s'emparer des choses. Et alors, on peut humaniser le monde, les autres, ce qui arrive ailleurs, loin de chez nous. Et le roman, pour moi, il sert aussi à ça, à humaniser. Et alors, on ne va pas s'éterniser avec Ursula Le Guin, mais il y a un autre aspect qu'elle développe juste après, c'est qu'elle dit que ça lui permet, dans ses fictions, contrairement au héros qui a besoin d'être sur le pinacle et qui a besoin de toujours réussir, elle fabrique des fictions où on échoue. Et où l'échec est aussi quelque chose qui permet de générer de l'empathie et ça aussi on le trouve beaucoup chez vous. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnages qui échouent ou qui n'arrivent pas et que cette valeur de l'échec, elle est vous le disiez, elle humanise, mais elle illustre aussi quelque chose. Ah ben oui, de toute façon, y compris dans nos vies, ouais. On échoue beaucoup plus souvent qu'on réussit. Et on se trompe beaucoup plus souvent que le contraire. Et c'est OK. Je veux dire, pour moi, ça fait aussi partie de la vie, tous ces échecs. Je ne suis pas en train de glorifier l'échec, ni la chute, ni la remise en question, ni l'idée qu'on aimerait faire mieux. Mais nous vivons aussi, nous sommes aussi construits de nos échecs et de nos... Le monde voudrait qu'on réussisse, qu'on avance sans arrêt et qu'on soit dans cette espèce de glorification de soi-même. Ce qu'on nous explique, c'est les success stories, c'est les gens qui sont partis de rien et qui sont arrivés, ceux qui sont... Voilà. Il y a un truc de dire, si vous êtes suffisamment fort, si vous êtes suffisamment puissant, si vous avez la foi, vous allez y arriver, vous allez réussir. Or, nous échouons souvent. Alors, ça veut dire quoi? Que nous ne sommes pas suffisamment forts, nous ne méritons pas.
il y a aussi l'idée de dire, finalement, l'immense majorité d'entre nous qui, dans bien des domaines, n'y arrivent pas, ça veut dire que quelque part, nous ne méritons pas d'y arriver. Or, nos vies sont aussi tissées d'échecs, sont aussi tissées de mauvaises décisions. Mes personnages sont aussi un assemblage de mauvaises décisions, de violences, d'échecs, de remise en cause. C'est ça aussi qui donne de l'épaisseur à nos vies. Et parce que j'ai cru comprendre aussi que vous aviez une formation en anthropologie, et ça, comment ça vous, est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous a aidé à aller vers la fiction, et comment ça a pu vous aider à aller vers la fiction, et comment est-ce que ça sert de matériau ou pas du tout Je viens des sciences sociales. Ouais. Et donc, les sciences sociales, c'est vraiment mon matériau. Je m'en nourris. Je viens de l'anthropologie, j'ai bifurqué parce que j'avais une difficulté essentielle avec l'anthropologie qui consistait à l'impossibilité dans lesquelles je me suis retrouvée quand j'ai fait des terrains, d'aller vers des gens qui m'avaient rien demandé et de leur poser des questions sur leur vie et de faire des analyses sur leur vie, alors que je trouvais ça extrêmement intrusif. Mais ce que l'anthropo m'a apporté, c'est un certain regard. C'est aussi une attention aux choses, c'est aussi une attention à la façon dont les gens structurent leur quotidien. Pas forcément leurs actions héroïques, pas forcément l'histoire qu'ils ont envie de voir raconter ou d'inscrire dans les livres, mais comment ils structurent leur quotidien et comment ils négocient l'espace de leur habitat, de leur intimité et de leur lien avec les autres. Je pense que ça me vient de l'anthropologie. Et par ailleurs, j'ai un grand respect pour les sciences humaines, donc je m'en nourris beaucoup de la psychologie, de la sociologie, de la philosophie, de tout. Quand j'écris, quand j'ai un sujet en tête, j'ai tendance à aller chercher dans les différentes disciplines dans lesquelles ces sujets sont traités, les différentes manières dans lesquelles ces sujets sont traités. Et plus j'embrasse large, plus j'ai une vision argumenter et documenter des choses, plus je peux choisir là-dedans ce qui va venir nourrir le roman en connaissance de cause. Je ne me sers pas de tout, mais ayant une connaissance, ayant fait le travail de recherche et le travail de connaissance dans ces domaines qui m'intéressent, je peux choisir, déterminer ce qui là-dedans va venir nourrir mon roman et nourrir le personnage. Parce que c'est très présent, j'ai trouvé, dans le clan des femmes, ce rapport à l'anthropologie, parce que vraiment, on va... et puis, il va peut-être falloir qu'on résume aussi les histoires. Oui, on va passer... Oui, hein, parce que sinon, on va parler, puis vous ne connaîtrez pas le clan des femmes. Alors, je pense que c'est quand même très... Alors là, pour le coup, c'est assez autobiographique sur l'histoire de votre grand-mère. Donc on revient, c'est quoi? On est juste dans les années début du XXe siècle. Hein. Ma grand-mère a vécu 105 ans. Oh, ouais. Elle est née, elle est décédée à l'âge de mon fils qui est de 2006. Et elle est décédée à 105 ans. Je vous laisse faire le calcul. Je suis pas bonne. Oui. Il y a toujours des magnifiques personnages de grand-mère chez vous. Et donc on va suivre là tout l'itinéraire entre des parties en italique où vous reprenez la voix de la grand-mère qui raconte tout son itinéraire de la naissance jusqu'à une autre naissance. Bon, on va s'arrêter à ça. On va pas aller... Ensuite, il y a les romans que j'ai pas lus et je m'en excuse. Et puis les jours viennent et passent où là aussi on va passer 3 générations, plus précisément à Douala, avec une grande histoire familiale qui nous amène à bien des endroits. Le personnage central est Sarah, qui entreprend de nous raconter toute l'histoire de sa vie, et l'autre partie de la narration, ce sera sa fille Abby qui va venir faire la jointure avec le présent. Mais on dira quelque chose après sur la manière dont vous structurez vos romans et sur le travail. Et enfin, le rêve du pêcheur, où là, on a autant il y avait une continuité dans l'histoire familiale
dans Les jours viennent et passent, autant Le rêve du pêcheur est construit sur une rupture, une rupture brutale de la famille et un retour après, où là on commence, on est beaucoup plus au sud voilà, à Campos, hein, c'est ça, c'est Campo, pardon, qui est un petit village au bord de la mer, de l'Atlantique, où le héros, au départ, est pêcheur, va se retrouver avec une histoire compliquée. Comment on pourrait dire oui, voilà. Alors là, je pense que on est en fait l'histoire de Zacharia, c'est juste après l'indépendance du Cameroun. Hein. En fait, dans les années, fin des années 60. C'est ça. On chasse les colons et ils reviennent par le biais de la mondialisation. Hein. Et ils reviennent pour détruire cette famille et ensuite on va suivre les itinéraires des enfants de Zacharia et puis de son petit-fils qui lui va nous amener en France, mais on le développera un peu plus loin. J'ai l'impression, et vous allez, je ne pense pas me dire le contraire, mais que vous explorez l'art de faire communauté aussi et l'art de vivre ensemble, et que c'est quelque chose qui est important dans la manière dont procèdent vos fictions. Comment vous... elles viennent de quoi en général? Ils viennent de quoi ces romans? Ils viennent d'où? Pour pouvoir écrire un roman, j'ai besoin d'avoir un questionnement qui me tienne un roman. C'est-à-dire que l'écriture d'un roman demande un investissement, demande bien sûr d'être inspiré, mais au-delà de ça, une volonté, une discipline et un temps long. Donc j'ai besoin d'être nourrie pendant le temps où j'écris ce livre. Alors le questionnement doit être suffisamment profond pour me tenir un roman, comme on tient chaud, comme... Le Clan des femmes, c'est le tout premier livre que j'ai écrit et qui est, comme souvent les premiers livres, autobiographiques et qui raconte ma relation privilégiée avec ma grand-mère. Et j'ai écrit ce livre quand elle est décédée, après sa mort. Mais livre après livre, je m'aperçois que il y a les mêmes questionnements qui reviennent. Et finalement, ce questionnement, c'est comment habiter la faille? Qu'est-ce qu'on fait de notre géographie? Qu'est-ce qu'on fait des lieux qui nous habitent, des lieux dans lesquels on trouve refuge, les lieux qu'on fuit? Et comment est-ce que l'absence peut éventuellement se refermer sur nous? Et ça, je m'aperçois aussi que presque chaque sujet est un prétexte pour revenir encore et encore sur ces questions qui sont finalement un peu obsédantes pour moi. Qu'est-ce que ça signifie de rester? Qu'est-ce que ça signifie de partir? Et juste de façon très anecdotique sur le rêve du pêcheur, quand il y a eu le Covid, moi je viens d'une famille où on est 5. On est 5 frères et sœurs. Et chez nous, quand on a 18 ans, on part. On part de la maison, c'est comme ça. On part à l'université, on part dans un autre pays. Et pendant très très longtemps, on a vécu comme ça de façon éclatée. Et c'était pas très grave. On habitait tous les continents. Nous, on s'appelle dès janvier pour organiser le Noël d'après. Et puis maintenant que les enfants sont grands et qu'ils ont leur emploi du temps, ça complique. Enfin bref, ça devient. C'est encore plus compliqué. Sauf qu'il y a eu le Covid, et quand il y a eu le Covid, tout d'un coup, j'ai réalisé de façon très forte que s'il arrivait quelque chose à l'un des miens, je pouvais pas y aller. Je n'avais pas, tout d'un coup, ce corps empêché que je n'avais jamais expérimenté, bien que j'ai voyagé souvent, bien que je sois partie d'un endroit à un autre, ce corps empêché, cette impossibilité de bouger, cette paralysie finalement, je l'ai éprouvé de façon très très puissante à ce moment-là. En me disant, j'aimerais être comme les autres qui ont leur maman au coin de la rue et leurs frères et leurs sœurs et les neveux, tout. Je me disais que j'aimerais beaucoup que ma famille soit à un trajet à vélo de chez moi. Et ça n'a jamais été le cas, jamais, depuis qu'on est adulte. Et puis, après le Covid, je suis repartie au Cameroun. Et puis... un jour, je me baladais dans le quartier où mes parents habitent. Mes parents habitent dans un quartier populaire qui s'appelle Bonabéry et qui est dans la ville de Douala où j'ai grandi. Et là, j'étais en train de marcher dans la ville, j'allais faire des courses et il y a quelqu'un qui m'appelle
j'entends quelqu'un qui m'appelle du prénom de ma mère. Et je me retourne, et c'est une vieille dame, une tata du quartier, qui m'a connue toute petite. Et elle me dit, ah, c'est toi, tu ressembles tellement à ta mère au même âge. Et en fait, ça m'a fait réaliser, parce que je portais déjà tout ce passage de Covid et d'empêchement, et ça m'a fait réaliser que j'avais choisi de vivre et d'élever mes enfants, donc à Paris, dans un endroit où personne jamais ne m'avait reconnu. Personne jamais ne me relie à quelqu'un d'autre. C'est comme si j'étais la seule de mon espèce dans cet endroit. Et la question, c'est comment on transmet, comment on élève ses enfants, comment on dit qui on est, comment on explique l'impact de la géographie dans ce que nous sommes, et surtout comment j'écris ça. Et la nécessité de l'écrire finalement, parce qu'il faut bien que ce soit inscrit quelque part. Il faut bien que nous, les personnes comme moi, et nous sommes très 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 nombreuses sur cette terre, les personnes comme moi arrivent à écrire ce que c'est que d'habiter le monde en étant nous, c'est-à-dire en étant une personne qui peut 100% habiter à Paris et 100% être présente quand je vais à Douala, mais de vivre toujours avec l'idée qu'il y a toujours un endroit qui me manque, il y a toujours un endroit où je ne suis pas, et où finalement l'absence se referme sur moi. Et tout ça, oui, ça vient nourrir le roman, mais en même temps, ça vient aussi, ça exige de moi aussi une forme d'écriture. Enfin, c'est ça que j'ai envie d'écrire, voilà. C'est de cet endroit, c'est de cette intranquillité aussi, finalement, que j'écris. Alors, du coup, je ne comptais pas vous poser cette question-là parce que... Je suis très bavarde. Non, c'est pas... mais moi, je suis un lecteur assidu de Google Maps. Je ne peux pas m'empêcher d'aller voir. Mais du coup, maintenant, parce que donc, du coup, grâce à vos livres, j'ai beaucoup voyagé dans le Cameroun. Vraiment... il y a eu des fois, j'ai eu du mal à trouver des endroits campo, j'ai eu du mal à le trouver. Mais bon, vous avez besoin d'être au Cameroun pour écrire sur le Cameroun, ou vous pouvez le faire depuis Paris ou non, pas forcément. Non. Parce que c'est quand même très... Enfin, je veux dire, il y a une restitution qui est très forte. En fait, j'ai pas forcément besoin d'être au Cameroun pour écrire le Cameroun, et j'ai pas forcément besoin d'être où que ce soit pour écrire cet endroit. Et c'est marrant parce que moi, quand j'étais plus jeune et que je lisais, j'étais jamais allée nulle part, mais j'avais une idée très claire de ce qu'était Paris, de ce qu'était Londres, de ce qu'était la neige, etc. Et j'adore Paris, hein, mais ce sera jamais aussi beau que ce que j'ai imaginé quand j'ai pu lire les livres. Moi, j'en parle souvent parce que quand j'interviens dans les médiathèques ou dans les collèges, je raconte aux jeunes que je lisais le Club des 5. Et le Club des 5, ça se passe à Lyon, à la Croix-Rousse, non, la Croix-Rousse. Voilà, à la Croix-Rousse. En fait, d'abord, je n'étais pas allée à Paris, encore moins à Lyon, et la Croix-Rousse encore moins. Mais grâce au Club des 5, j'avais une idée assez claire de ce qu'était la Croix-Rousse. Et évidemment, c'était beaucoup plus magnifique dans ma tête. Ce que je veux dire, c'est que le campo qui est dans mon cœur et dans ma tête, c'est mon campo. C'est le regard que j'ai posé. Ce n'est pas une carte géographique. On peut trouver campo sur la carte, mais écrire aussi un roman, c'est aussi s'emparer des lieux et en nourrir la littérature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'empare d'un lieu, ou d'un événement, ou d'une histoire, et que j'en nourris mon roman, Campo devient un objet littéraire. Il y a aussi un exemple dans Le Rêve du pêcheur, c'est le RER-B qui relie Charles de Gaulle à Châtelet. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà pris. C'est le train le plus déprimant qui existe au monde. Quand vous arrivez à 6h du matin à Charles de Gaulle et que vous devez aller à Châtelet et que vous traversez toutes ces barres d'immeubles très, 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 très laides et que vous vous dites je suis très malheureuse et ma vie ne me convient pas. Et l'idée, quand Zach le raconte, parce qu'il débarque à Paris et que c'est la première fois qu'il prend le métro, c'est la première fois qu'il prenait l'avion et il part vers une forme de liberté fantasmée.
pour moi, le défi en tant qu'écrivaine, c'était de rendre ce trajet absolument magique pour lui. Voilà. Donc, c'est comme ça que le roman s'empare des lieux. Il n'y a aucune obligation de les faire, de les faire correspondre à une géographie réelle et particulière. La seule chose qui compte, c'est comment la géographie nourrit le roman. De la même manière, dans Les jours viennent et passent, il y a le personnage d'Anna qui va découvrir la lecture et c'est une lectrice boulimique de tout. Et on a l'impression non, mais ça, on sait que quand on lit de la littérature, on sait que c'est vrai, que ça construit le monde, tous ces livres qu'elle peut lire. Je voudrais juste revenir sur des histoires de famille, mais en fait, le clan des femmes s'ouvre avec une phrase que j'ai trouvée qui éclaire vraiment tout votre travail, c'est « La parenté n'est pas seulement une affaire de sang, elle est aussi une affaire de cœur et d'intérêt. La parenté n'est jamais linéaire et sûre, elle est sinueuse comme un fleuve, elle a ses secrets et ses zones d'ombre. » Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez besoin de faire des romans sur le temps long, c'est-à-dire sur voilà, sur 50, 60 ans d'histoire des personnages. Oui. Ils ont besoin aussi d'éprouver le temps. Oui. Et d'abord, j'aime beaucoup partir de la famille. Parce que pour moi, la famille, c'est une base on ne peut pas ignorer. On peut être pour, on peut être contre, on peut être tout contre, on peut s'opposer, mais c'est une base qui ressemble terriblement, pour le meilleur et pour le pire, aux relations qu'on va construire par la suite, à la façon dont la société va se structurer par la suite. Et le temps long de la famille, c'est-à-dire que si dans un roman, je pose 3 générations, la grand-mère, la mère et la fille, ou le grand-père, le père, peu importe, ça veut dire que je peux faire qu'ils soient tous vivants. C'est-à-dire, si je vais la grand-mère, la mère et la fille, les 3 générations, voilà. Je peux en faire des personnages vivants. Et donc, en conversation. Et ça me permet aussi si je remonte sur l'histoire de la grand-mère, ça me permet de descendre une génération avant. Donc, j'agrandis le cercle. Et j'agrandis le cercle sur des personnages qui ne sont plus, peut-être, mais qui encore, dont quelqu'un, dans le cercle vivant, à la mémoire. Et je peux aussi agrandir dans la nouvelle génération, même si elle est là ou pas. Ça veut dire qu'il y a aussi une génération qui est déjà attendue. Donc, ça me permet un temps long, un temps ample, dans lequel je peux raconter absolument tout. Je peux raconter un individu, je peux raconter une société, un pays, le monde. À partir du moment où je pose les choses comme ça, je peux raconter des voyages, des retours, des histoires, des secrets qui se dévoilent, qui se perdent. Je peux raconter des ambitions, des migrations, des retours, des voyages, toutes sortes de choses finalement dans ce temps long. À partir du moment où on étire le temps, en conservant le lien, en tout cas, pas forcément en le conservant, mais en le rappelant d'une certaine façon, en installant une connivence entre le lecteur et l'écrivain. Par exemple, dans l'histoire de Zach, dans Le rêve du pêcheur, le lecteur en sait beaucoup plus que le personnage sur son passé. Lui, il se pose pas de questions. Il a une espèce de tabou sur la recherche de ses origines, mais le lecteur a cette connivence avec l'écrivain qu'il sait, lui, quelle est l'histoire de Zach. Et c'est ça que me permet le temps long. Le temps long me permet avec une forme de lenteur aussi. J'aime bien la lenteur. Parfois, mon éditeur me dit « Oui, mais là, le récit tombe dans une forme de lenteur. » Je dis « Ça me va. Ça me va aussi. Il faut le temps de reprendre son souffle ou d'injecter une respiration en reposant les personnages. C'est-à-dire, le récit n'est pas obligé d'être sans arrêt en tension. On peut accepter aussi des respirations. C'est lumineux parce que quand on a lu ces livres, ce que vous avez dit sur la manière dont vous pouvez faire dialoguer les personnages d'une génération à l'autre, en fait, c'est ça parce que
la flèche du temps est sans cesse bouleversée dans les romans. C'est-à-dire qu'il y a des changements de narration, et en général, il y a une narration à la troisième personne, une narration à la première, mais aucune des histoires ne nous est racontée du début à la fin chronologique. On fait comme ça, et effectivement, là, de la manière dont vous le dites, c'est formidable, parce que, effectivement, ça dialogue. Et en fait, on peut avoir un dialogue entre... alors, c'est dans Les jours viennent et passent, on peut avoir un dialogue entre Adna et Abby, qui sont la mère et la fille, donc avec des problématiques similaires. Mais du coup, on va aussi dialoguer avec Max, qui est le fils d'Abby. Ouais, c'est... alors, comment ça se construit, ça, je vais pas vous dire que ça vous vient naturellement, mais parce qu'il y a une science vraiment... C'est métronome, c'est un métronome. Vous avez une mécanique, vos livres, qui est fascinante. J'y tiens beaucoup. Et l'idée, c'est que ça se voit pas trop quand on lit. Mais ça me demande... Parce qu'on est submergé par les personnages, donc nous, on n'y pense pas à la première lecture, en tout cas. C'est ça. Ça me demande une grande concentration pour... J'écris et je réécris beaucoup. Parce que ça me demande une grande concentration pour faire tenir le tout. D'abord, dans le roman que j'écris, il n'y a pas de suspense. C'est-à-dire que normalement, dans les 10 premières pages, grosso modo, on sait ce qui arrive. On devine. Il y a quelque chose qui... Voilà, l'intrigue est quasiment résolue rapidement au début du roman. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que les choses se tissent. Comment est-ce que petit à petit, ou acte après acte, on arrive à l'histoire de ces gens-là et on arrive à raconter les lieux, à raconter les trajectoires, à raconter les liens que les trajectoires peuvent avoir entre eux et comment finalement ça nous parle. Ça parle de notre histoire. Donc les histoires ne sont pas linéaires, d'une part, et d'autre part, parfois, il s'agit de la même histoire racontée de plusieurs perspectives différentes. Et dans cette hypothèse-là, il y a toujours le risque, il est de deux ordres. Le premier, c'est d'éviter la confusion, qu'à un moment, on ne se dise pas, mais je comprends pas, voilà, je comprends pas ce qui se passe, je me mélange. Et le deuxième, c'est d'éviter, pas la répétition peut s'entendre, mais le ressassement. Oui. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Et pour moi, c'est très important de tenir mon fil rouge du début à la fin, en important évidemment mon lecteur, de tenir mon fil rouge en disant, ok, ces gens, il leur arrive ça, mais ça passe par, c'est pas linéaire, c'est elliptique, c'est un cercle, ça va, ça vient, voilà, ça prend tous les chemins et tous les méandres de la vie, mais l'idée c'est d'arriver à construire une histoire la plus juste dans le sens de justesse et la plus romanesque possible. Mais vous me permettrez de ne pas être d'accord sur un truc, c'est au bout de 10 pages, on ne sait pas ce qui... Enfin, moi, j'ai été cueilli les 2 fois. Dans Le Rêve du pêcheur, la fin est quand même extrêmement bouleversante et vraiment aux larmes. Et dans Les jours viennent et passent, la manière dont vous amenez la présence de Boko Haram, moi, je ne l'avais pas vu arriver. Et en fait, j'ai l'impression que les 2 fois, à la toute fin, vous relancez encore un truc... moi, je n'avais pas vu. Il y a aussi l'idée que rien n'est définitivement écrit. Voilà. Qu'un roman, sans que ça semble superficiel ou sans que ça semble cousu de fil blanc, qu'un roman peut absolument rebondir à l'endroit où on ne l'attend pas et rester malgré tout cohérent. Oui, c'est aussi une question de liberté, de se dire où est-ce que j'ai envie d'aller et comment je vais m'y rendre. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que j'ai rien contre les rebondissements inattendus, à vrai dire. Et alors, ça vous permet aussi d'installer la grande histoire dans les histoires familiales, parce que l'histoire du Cameroun,
alors à partir du moment de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi, j'ai l'impression, quelque chose qui irrigue complètement vos livres. Et c'est aussi quelque chose que vous voulez nous raconter. Comment la grande histoire, alors là on peut revenir sur la manière dont finalement les Blancs reviennent au travers de l'économie mondialisée pour continuer l'œuvre de dévastation. Mais alors, j'avais une question mais peut-être après, sur le mari d'Anna Louis, qui, quand il est jeune homme, veut partir faire une guérilla. Je me demandais si c'était ça qui était à l'œuvre dans les maquisards. Oui. Ah, je suis content. Non, il me tarde encore plus, alors. Mais peut-être, voilà, racontez-nous un peu ça, comment vous mettez aussi la grande histoire du Cameroun dans vos fictions. Alors, le Cameroun est un... le Cameroun a longtemps, moi, quand j'étais enfant, on nous apprenait en géographie que le Cameroun était l'Afrique en miniature, parce qu'on avait tous les climats et toutes les populations africaines qui se retrouvaient dans ce territoire, avec les forêts, la mer, les montagnes, le désert, enfin le Sahel, et toutes les... comment dire, toutes les types de personnes qu'on retrouve dans le reste de l'Afrique. Donc, c'était l'Afrique en miniature. Et la nouvelle génération, la Gen Z camerounaise, en a eu assez d'appeler ça l'Afrique en miniature. Ils ont dit que le Cameroun, c'était le continent. Donc, quand les Camerounais parlent d'eux-mêmes, ils disent « nous sommes le continent ». Bon. Et nous avons... le Cameroun a été colonisé par l'Allemagne. Au début, avec le traité de Versailles, l'Allemagne a été et le Togo et la Namibie ont été le Cameroun, le Togo et la Namibie ont été confiés à l'Allemagne. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été confié sous la tutelle, a été mis sous tutelle de la France et de l'Angleterre et du Royaume-Uni par la Société des Nations. Donc on a eu ces trois-là. Sur les côtes camerounaises, on a eu le passage des Espagnols et des Portugais et certaines villes camerounaises aujourd'hui, comme Campo. Campo, ça vient de Federico Campo, un navigateur portugais qui s'est arrêté là et qui a dit qu'à partir de maintenant, cet endroit m'appartient et portera mon nom. Bon. Et donc, moi, j'ai coutume de dire qu'on a eu tous les vilains, en fait. Et donc, après, il y a eu l'indépendance, la lutte d'indépendance. Le Cameroun, c'est le premier pays d'Afrique francophone à avoir obtenu son indépendance le 1er janvier 1960. Et ça s'est fait à la suite d'une guerre qui a été terrible. Aujourd'hui encore, on n'arrive pas à déterminer combien de morts il y a eu dans cette guerre. Mais il y a encore des endroits aujourd'hui, des lieux qui portent le nom de batailles qui ont eu lieu pendant cette période-là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont été... je vous donne un cours rapide d'histoire camerounaise. Les personnes qui ont fait cette guerre d'indépendance ne sont pas ceux qui ont été au pouvoir. Le pouvoir a été donné à des personnes qui ont collaboré en gros avec la France, qui était la puissance coloniale de l'époque. Donc pendant très longtemps, il y a eu un silence total sur la période de l'indépendance. Une véritable omerta. C'était pas étudié à l'école. Moi, j'ai fait toutes mes études au Cameroun. Je l'ai à peine rencontré, cette période de notre histoire. Et quand je m'en suis rendu compte, c'est parce que j'avais chez moi une personne très très âgée qui est décédée aujourd'hui et qui était de passage chez moi à Paris, et on regardait la télévision un de ces moments terribles ou de guerre où il y a des populations qui fuient, et elle m'a dit chez nous aussi c'était comme ça, c'était terrible. Mon père a été tué pendant la colonisation, donc il a été emprisonné, arrêté et tué parce qu'il faisait partie des maquisards. Son corps a été jeté dans la cour familiale et c'est moi qui l'ai trouvé, j'avais 11 ans. Et ma mère qui a vu ce corps est devenue folle. Et c'était tellement proche de ma famille, c'était que ça m'a scié de ne rien savoir de cette histoire. Je n'en savais strictement rien.
Et donc, j'ai appris ça. Et j'ai décidé d'écrire là-dessus. Et avant d'écrire là-dessus, comme je disais tout à l'heure, je fais des recherches. Et quand j'ai fait des recherches, je me suis aperçue que, bien sûr, je savais. Je savais qu'il y avait des villages qui avaient un nom et qui étaient là. Et en fait, qui aurait dû être plus loin dans les terres, parce qu'on avait un ami, sa mère était décédée 10 ans plus tôt, et puis tout d'un coup, mon mari me dit, il faut qu'on aille aux obsèques de la mère de tel. Et moi, je dis, mais elle n'était pas déjà décédée, sa maman? Et en fait, non. Elle voulait être ramenée. Elle voulait être ramenée à sa terre d'origine, parce que le village où elle était, qui était au bord de la route, c'était ce qu'on appelait les camps de pacification. Il y avait des familles que je connaissais de tout temps qui avaient un nom, et j'apprenais que leur nom n'était pas le bon, qu'ils avaient dû changer pour ne pas se faire remarquer. Dans les années 90, il y avait des femmes au Cameroun, quand elles allaient, parce que au Cameroun, on travaille la terre par jachère. C'est-à-dire qu'on travaille et puis on laisse la terre se régénérer pendant qu'on travaille ailleurs, mais ça peut durer quelques années parce qu'il y a de la place. Quand elles revenaient de la jachère et qu'elles revenaient sur des anciennes terres, en les ouvrant, on se rendait compte qu'il y avait des charniers. Et les femmes ne disaient rien. Elles refermaient et elles allaient cultiver ailleurs. Et ça, je l'ai toujours su d'une certaine façon, sans faire les liens. Et c'est ce silence qui m'a poussée à écrire finalement les Maquisards, une histoire que je pouvais pas, que je ne pouvais pas ignorer. Et je me suis aussi aperçue que toutes les problématiques politiques aujourd'hui, les problématiques de terre, les problématiques de sol que nous connaissons au Cameroun, sont aussi le fruit de cette période-là. Et c'est de ça que je parle dans Les jours viennent et passent, c'est de ça que je parle à Gampo, même si ce n'est plus l'indépendance n'est plus au centre de ce que je suis en train de raconter. Évidemment, à partir du moment où il n'y a ni un travail historique, ni un travail mémoriel qui est fait sur ces questions, elle continue de bouleverser de façon très, très profonde la structure politique et sociale de ce pays. Et ça le temps long aussi du roman vous permet de montrer aussi comment le passage à la modernité du pays, avec alors, les influences religieuses aussi, on peut en parler de la manière dont ça irrigue, mais je pense surtout au personnage de Louis, hein, on revient le mari d'Anna, qui lui va aller dans un pays bamileke d'où il est originaire, il va devenir un homme politique important, et ça, la manière dont se constitue le pays petit à petit aussi, après l'indépendance, vous le montrez très bien. C'est la génération après l'indépendance. Ouais. C'est la génération de mes parents. C'est les premiers c'est les premiers avocats, c'est les premiers médecins, c'est les premiers députés, mais c'est aussi les premiers chauffeurs de taxi, c'est les premiers instituts. En fait, il faut bien comprendre qu'une ville comme Douala, qui n'est pas si ancienne en termes de métropole africaine. Aujourd'hui, on connaît plein de métropoles africaines, Douala, Abidjan, Dakar, Lagos, etc. Mais c'est aussi les premières fois où les gens se mélangeaient, c'est-à-dire que ton voisin n'était pas forcément ton cousin. Voilà, c'est la ville en fait. Et les choses se construisent de façon différente. Donc, ça aussi, c'est quelque chose... C'est l'enfance de Zachary qui revient complètement. Voilà, c'est ça. Et les choses se construisent totalement différemment, et il faut s'emparer de cette façon de faire, et il n'y a pas de modèle du tout. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire n'a pas été fait du tout. Le premier médecin, c'était juste le tout premier médecin. Il se trouve que je connais bien le premier pédiatre camerounais, et ben c'était le tout premier. Il n'y avait personne avant. Il n'y avait personne avant lui. Et il faut aussi s'imaginer ce que c'est qu'être pédiatre dans un pays où le soin au corps et à l'enfant sont quand même très genrés. Donc l'homme qui vient dans une société et dit « je suis pédiatre et je suis gynécologue », il invente quelque chose et il puise une légitimité qui n'est pas la légitimité du lieu, qui lui vient aussi d'une espèce de disqualification successive de ce qui a précédé. Ils étaient comme personne avant eux. Ils n'étaient pas comme leur père, ce qu'ils sont étaient pour l'Afrique, et ça vaut pour toute l'Afrique, parce que les indépendances ont eu à peu près lieu au même moment. Ce qu'ils étaient pour l'Afrique, c'était des personnalités totalement originales, en fait.
Et lui, le personnage du roman, quand il est jeune, évidemment, il est révolutionnaire, il veut aller se battre pour libérer le pays. Mais la réalité du pays, fait que au moment où il devient député, en fait, d'abord, il apprend à être député. Et puis, les contingences font qu'il cède à la corruption, parce que c'est ça aussi les nouvelles légitimités. C'est à la fois la fabrique des riches et à la fois la fabrique de la pauvreté. Ce qui se passe avec Zacharias dans Le rêve du pêcheur à Campo, c'est qu'ils ne sont pas pauvres, ils sont sobres. Il y a dans leur façon de vivre quelque chose qui fait que... Et puis tout d'un coup, arrive la société qui dit, bien sûr, il te faut une moto, et puis il te faut un salon, et puis il te faut un four, et puis petit à petit, tu vas acquérir des biens dont jusqu'ici tu n'avais pas besoin, et c'est comme ça qu'on commence à voir dans une société qui est pauvre et qui est riche. Et quand Zach et sa mère arrivent à Newbel, pour le coup, eux, ils sont vraiment pauvres. Parce qu'en ville, on n'est pas sobre. On est soit riche, soit pauvre. J'essaie de retrouver, mais il y a quelque chose au début des jours viennent où... c'est au milieu de la place. C'est ça. Ce qui, au fil des générations, s'était sédimenté en nous, donc c'est Anna qui parle, et constituait l'ossature de notre être au monde, sa construction essentielle était violemment remise en question. Parce que Anna, quand elle est adolescente, elle va partir chez les bonnes sœurs pour faire ses études. Leur action donc, aux bonnes sœurs nous imposait une allégeance, une reddition totale. Je n'en avais pas conscience alors, mais leurs exigences nous désarçonnaient, nous éparpillaient, et en nous faisant douter de nous-mêmes, nous fragilisaient. Elles suscitaient en nous un terrible conflit de loyauté. Nous étions habités par le désir infantile et contradictoire de leur plaire et de leur résister. Oh, c'est pas ça. Il y a un moment où vous parlez de ce travail d'acculturation qui parce que c'est ça aussi qui est à l'œuvre en fait. Il faut reconstruire quelque chose de tout neuf, mais sur des racines abîmées. Voilà. Oui, sur des ruines, parce que il y a aussi une forme de violence. Les gens n'ont pas abandonné ce qu'ils étaient de leur plein gré. J'étais en Bretagne il n'y a pas longtemps et j'en ai beaucoup parlé. Dans les endroits, je pense qu'ici aussi, dans les endroits où il y avait un patois, dans les endroits où il y avait des liens, il y a eu une vraie destruction de ces liens-là, qui a aussi eu lieu dans un pays comme le Cameroun et dans l'Afrique. Il faut savoir que moi, mes parents, chez nous, on parlait français. Parce que mes parents font précisément partie de cette génération qui pensait que le progrès était ailleurs et qu'on devait parler le meilleur français qui soit. Donc mes parents qui n'ont pas la même langue, parce qu'au Cameroun on a 230 langues différentes pour faire bien les choses, mes parents qui n'ont pas la même langue parlaient l'un et l'autre. Ils parlaient deux langues, c'est-à-dire l'un et l'autre la langue des uns. Mais à nous, ils parlaient français et ils tenaient à ce qu'on parle français. Et donc il faut savoir... Il faut imaginer, je n'ai pas toujours pensé ça, c'est au fur et à mesure que j'écris, et puis en ayant mes propres enfants, il faut imaginer ce que c'est que pour une femme de chanter des berceuses. C'est-à-dire que si ma mère me chantait une chanson douce, et pas une berceuse en sa langue, les berceuses en ma langue, c'est ma grand-mère qui me les chantait, mais ma mère me chantait une chanson douce. Donc quelle est la part de violence, de brutalité et aussi d'attraction et de séduction que peut avoir une manière d'être pour que on soit à ce point retourné en soi-même. Vous voyez ? Et ça, c'est peut-être quelque chose dont on ne tient pas suffisamment compte. C'est-à-dire quand Anna dit il y avait une espèce de terrible conflit de loyauté, ça veut dire qu'on avait très très envie cette envie de ressembler, parce que c'était ça le projet, je veux dire, si vous êtes sous-développé, il est évident que vous voulez être développé, enfin il y a une question on veut tous grandir en fait, et donc il y avait ce truc de le progrès est ailleurs, ce qui est beau est ailleurs, le bonheur est ailleurs, et donc il y avait, oui, on quittait en fait, et donc la langue était disqualifiée, la spiritualité était disqualifiée, la façon de s'inscrire dans la chrétienté ou pour les musulmans dans le nord du Cameroun aussi de s'inscrire dans l'islam était aussi une façon de progresser. Et elle s'est construite dans ça aussi, cette Afrique. Et maintenant, sur la génération qui après 2000, qu'en est-il de... Parce que, alors, on pourrait aussi parler du rapport à la langue, parce que c'est intéressant dans Le rêve du pêcheur, mais les plus jeunes, ils parlent français, mais vous mettez des mots anglais, il y a des... bon. C'est la langue de la ville. C'est ça. C'est la langue de la ville de Douala.
Ouais. Mais non, si, mais donc pour cette génération-là, les choses elles sont plus simples, plus évidentes. Il y a moins de conflits. Les nouvelles générations, Ouais. ce que moi j'observe dans les nouvelles générations, c'est qu'elles reviennent. C'est-à-dire que les parents, les plus jeunes parents aujourd'hui, ils insistent pour que leurs enfants apprennent les langues, y compris en plus aujourd'hui avec les outils, etc. Ils apprennent, ils s'alphabétisent en fait, ce que nous on n'a pas eu du tout. Ils s'alphabétisent dans leur langue, dans les langues maternelles. En fait, ce qui s'est passé, et c'est assez drôle parce que donc moi je peux au Cameroun, en fonction de est-ce que oui ou non tu parles ta langue, la langue de ton père et de ta mère, je peux à peu près déterminer quelle est la classe sociale de tes parents. Parce que certains, les parents qui avaient fait des études ou qui avaient des grandes ambitions pour leurs enfants, la première chose qu'ils faisaient, c'était de ne pas leur apprendre leur langue. On parlait français. Or, quand nous sommes sortis de chez nous, la plupart des gens, quand on est venu en Occident ou dans le reste du monde, on s'est aperçu de quoi? Eh bien, les autres parlaient leur langue. Bah oui. Tu rencontres les Thaïlandais, tu rencontres n'importe qui vient du reste du monde, ils parlent couramment leur langue. Et donc, il y a en ce moment, ce que j'observe et que je trouve très bien, c'est une espèce de retour des nouvelles générations à ce que leurs enfants parlent français, anglais, mais aussi leur langue locale. Un attachement, une envie de revenir, un attachement à ce qui peut sembler des racines. Et parfois, cet attachement parce que le monde est terrible et brutal là en ce moment, il y a aussi un attachement qui peut être un peu anachronique en disant on va revenir à ce qui était mieux, mais c'était pas mieux, on n'en sait rien, en fait ça a disparu. Quoi qu'on construise aujourd'hui, ce sera forcément autre chose et ce sera forcément différent. Mais la question, c'est, et ce désir très puissant des jeunes générations, c'est de se reconnecter avec ça. Parce que plus on parle de langue, plus on est riche d'expérience du monde. Cette conviction, comment dire, pour moi c'est une vérité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, on a dit aux gens, vous parlez français, ou vous parlez anglais, ou vous parlez allemand. Je me souviens que j'assistais à un festival, c'était à Genève, où on était en discussion avec une éditrice sud-africaine, blanche sud-africaine, et un auteur ghanéen. Et l'éditrice sud-africaine était en train de nous dire que c'est vrai que les langues africaines sont intéressantes, mais que quand même l'anglais était une langue d'abord parlée dans le monde entier, et puis beaucoup plus riche et poétique, et que finalement il valait mieux écrire en anglais que dans les langues africaines. Et que même nous, les Africains, pour nous parler entre nous, pour ouvrir le cercle, pour parler au plus grand nombre, il valait mieux écrire dans une langue européenne, et que l'anglais était la langue européenne dans laquelle il fallait écrire. À quoi l'écrivain ghanéen a répondu que il lui a demandé, est-ce que vous parlez akan? C'était sa langue à lui. Est-ce que vous parlez akan? Elle a dit non, et il lui a dit, alors, moi je parle akan et anglais. Donc moi je peux parler des deux langues, mais vous, d'où parlez-vous de ma langue à moi? Comment êtes-vous capable de savoir quel est le potentiel poétique et le potentiel littéraire de ma langue à moi dans la mesure où vous ne la parlez pas? D'une part. D'autre part, et ça m'a fait rire et je le reprends souvent, combien il y a de personnes en Finlande? Je ne sais pas, 2,5. Et ils écrivent en leur langue. Ils n'écrivent pas en anglais, en russe ou en, je ne sais pas, ils n'écrivent pas dans la langue de leurs voisins, ils écrivent en leur langue. Et si on veut lire un auteur finlandais ou finnois, alors on fait confiance à la traduction. Voilà. Mais il ne vient pas à l'idée de quiconque de dire parce que vous êtes un tout petit groupe et que personne ne peut vous lire, eh bien vous écrivez dans une langue qui a une plus grande ampleur. Et tout d'un coup, cette conférence qui était très ennuyeuse, parce qu'elle nous faisait la leçon, est devenue passionnante. Mais même, il y a quelque chose qui est à l'œuvre dans le métissage. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, quand j'étais jeune, alors avant que je sois jeune libraire, quand j'ai fait mes études de librairie,
à la bibliothèque à Nancy où j'étais, je suis tombé consécutivement sur un livre de Patrick Chamoiseau et un livre d'Édouard Glissant. Et ça a littéralement changé ma vie. Ils m'ont montré, alors que j'étais pétri de lettres contemporaines que j'avais faites à Toulouse, ils me montraient à quel point la langue que j'utilisais pouvait être chargée d'un imaginaire qui était d'un exotisme extraordinaire. Et, les langues sont plastiques. Les langues se nourrissent les unes les autres, elles s'adaptent, elles se métaphorisent différemment. Je veux dire, le français... Aujourd'hui, le pays qui a le plus grand locuteur en français, c'est la RDC. Oui, c'est la République démocratique du Congo. C'est l'endroit où il y a le plus de locuteurs en français. Et évidemment, le français de la RDC n'a pas grand-chose à voir avec le français de Paris. Le français d'Abidjan ou de Douala n'a pas grand-chose à voir. Et le français du Québec, je parle d'Afrique, mais le français du Québec n'a pas grand-chose à voir. Et tout d'un coup, la façon dont ces langues vont se nourrir des territoires, moi, bien sûr, j'écris en français et dans une langue plutôt classique, mais il est évident que mon français n'est pas le même. Il est chargé d'un imaginaire. Bien sûr, et ça s'entend, toutes mes langues sont contenues dans ce français-là. Et je tiens à cette tonalité. C'est aussi ça c'est ce qui me définit aussi. C'est comme si chacun des écrivains écrivait en lui-même. C'est comme si j'écrivais du Emlé, en Emlé. Voilà, et qu'il faut traduire en français. Bon, le temps passe, mais je voudrais quand même, avant de faire circuler le micro, qu'on aborde parce que la question féministe de vos livres, parce que il y a quand même des personnages de femmes qui sont incroyablement attachantes et des femmes puissantes, comme on dit. Mais voilà, évidemment, c'est important d'avoir cette dimension féministe, mais comment vous l'abordez et comment parce que à toute génération, en fait. Parce que là, Miss bout à bout, il y aura Dorothée, il y aura Anna, mais il y aura Abby aussi d'une autre manière, et puis il y aura la génération plus jeune. Enfin voilà. Voilà. En quoi c'est vraiment important. En fait, on me dit souvent ça, que mes livres ont une portée féministe, ce que j'accepte, ça me va très bien. Mais l'idée aussi, c'est que les femmes que je décris dans mes livres sont comme les femmes avec lesquelles j'ai grandi ou qui m'ont élevée et qui m'ont fortement influencée. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas d'être objet, ou alors elles ne se contentent pas d'être fille, mère, épouse, amante, c'est-à-dire de construire leur existence autour de l'homme, autour d'elles. Elles sont profondément sujets de leur vie. Et c'est pas la femme à côté d'un homme ou la femme derrière un homme ou peu importe. Elles sont profondément sujets de leur vie. C'est-à-dire que elles influencent les événements. Elles s'investissent et elles s'engagent, mais dans tout. Et à partir du moment, et c'est pour ça qu'elles font des erreurs comme tout le monde, elles peuvent être terribles, comme tout le monde, elles posent des actes qui ont des conséquences graves, elles se trompent souvent. Et c'est pas, elles ne rentrent absolument pas dans la classification qui voudrait que les femmes soient la mère adorée et bénie, ou alors la pute au grand cœur ou pas au grand cœur. C'est juste des sujets, des êtres humains, normaux, adultes, responsables, comme il y en a dans toutes les sociétés, et au même titre que les hommes. Et dans les sociétés néocoloniales africaines, le pouvoir était divisé comme ça entre les hommes et les femmes. J'en parle beaucoup plus dans les maquisards. En fait, dans les sociétés bassa précoloniales, il y avait un ordre, il y a un ordre masculin, mais il y a aussi un ordre féminin qu'on appelle le corps. Et le corps, c'est l'ordre féminin qui existe avec ses propres prérogatives à l'intérieur de la société. Et corps, c'est un... corps veut dire escargot. Et c'est aussi une métaphore pour dire clitoris. Et la force des femmes, l'essentialisation des femmes, y compris dans les sociétés matrilinéaires, est beaucoup basée sur la maternité. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on a fait ses enfants, c'est dans l'endroit où on a fait ses enfants qu'on pose son pouvoir. Mais appeler l'ordre
l'ordre féminin. Clitoris, ça veut aussi dire que les femmes ne se définissent pas que par la maternité. Qu'il y a une force, typiquement féminine qui est en branle, en ordre et engagée dans la société. Et aujourd'hui, il y a une façon de ramener la femme à la famille, à l'intérieur, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est de moins en moins, je veux dire, moi, j'ai pas connu... je connais des femmes qui ont toujours travaillé, qui se sont toujours exprimées, qui ont un vrai pouvoir. Et c'est elles que je mets en scène dans les livres. Et quand on donne à la femme sa juste place à l'intérieur de la société, ça sonne féministe. Mais parce qu'elles obéissent à leurs désirs. Parce qu'elles obéissent à leurs désirs, parce qu'elles pensent déjà, elles réfléchissent, elles ont des pensées qui leur sont propres, et elles ont envie d'influencer. On a longtemps dit et on dit souvent que oui, le pouvoir des femmes, notamment en Afrique, se limite dans l'intimité. Mais l'intime est politique aussi. Mais c'est ce qui les rend magnifiques, vos héroïnes. On peut peut-être faire tourner un petit peu le micro si vous avez une question, un commentaire. Dans le rêve du pêcheur, il y a un questionnement qui m'a beaucoup frappé. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire pour être accepté? Il me semble que c'est quelque chose d'important dans mon roman. Peut-être dans un roman dont vous n'avez pas parlé, qui s'appelle Si d'aimer aussi. Oui. Ah, vous avez lu Si d'aimer. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. D'accord. Je ne sais pas où vous l'avez trouvé parce que... C'est difficile à trouver. Voilà. Sur les femmes et le sida, voilà, les solidarités entre femmes et le sida. Oui. Voilà, donc c'est un peu qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, voilà, pour être accepté par l'autre. La question se pose dans notamment Le rêve des pêcheurs à propos de l'exil, quand Zach arrive en France. Et Zach arrive en France avec l'idée qu'il ne peut pas se permettre de revenir en arrière. Alors, il doit se conformer. Zach est l'exilé, l'immigré, l'immigré idéal, qui ne se plaint pas, qui rit des blagues racistes, qui pense que si il ne voit pas le racisme, s'il refuse de le voir et de le noter, alors ça n'existe pas. Comme si c'est son attitude à lui qui allait susciter l'acte raciste. Et Maëlle, qui vient de Martinique et qui a toute une éducation du surplomb raciste, lui dit, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En fait, ce n'est pas parce que tu ignores le racisme que le racisme ne va pas s'imposer à toi. Et ça lui prend du temps parce que Zach, il ne peut pas se permettre. Donc, il met beaucoup de temps à s'ajuster à ce qu'on peut, la façon dont il doit s'exprimer pour être accepté de la société. Mais il s'aperçoit aussi, effondrement après effondrement intérieur, qu'il n'y arrive pas. Il se contraint beaucoup trop. Et il arrête. À un moment, il doute de sa propre existence, tellement il doit se forcer, et à la fois se forcer et s'effacer pour exister dans le monde qui lui fait envie. Mais parce que lui, il est privé de racines. Oui. C'est important dans le livre aussi, pour Zach, la question des racines. N'hésitez pas. Hein. Ouais, comme je dis au troisième, je suis un écrivain vivant, profitez-en. Bonjour à tous. Franchement, je vous écoute, je suis Camerounais comme vous et nous sommes un peu de la même génération. Donc je vous entendais parler de cette question de la langue, nos langues d'origine, et en parlant particulièrement de la génération avant nous, la génération de nos parents, et qui avait pour modèle un ailleurs, et qui pensaient, qui voulaient pour réussir, qui regardaient leur avenir en se disant, cet avenir-là, qui est donc ailleurs, nous demande ou nous impose quelque part le désir de donner à nos enfants, non pas notre langue d'origine, mais cette langue d'ailleurs, notamment le français par exemple. Beaucoup d'entre nous y sont passés. Quand vous parlez par exemple du premier, comment vous dites, pédiatre, oui, nous connaissons le même, on voit de qui nous parlons, très bien. Donc, oui, effectivement, on donnait cette langue d'ailleurs. Et puis nous, quand nous avons grandi et que nous sommes devenus conscients, certains sur place, d'autres en diaspora, on a pris conscience et on est parti pour dire, on redonne à nos enfants nos langues d'origine.
Mais est-ce que, je ne sais pas si vous partagez l'idée ou pas, est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque chose s'est cassé sur une génération? Parce que recoller sur une langue, parce que la langue, elle est quand même le véhicule d'une culture, de plein d'autres choses, des valeurs, des codes, quelque chose s'est cassé quelque part. Et au moment où on redonne cette langue, on se rend bien compte que l'implantation n'est pas forcément gagnée. Et en plus, au moment où nous essayons de donner cette langue, il y a aussi la mondialisation qui arrive et plein d'autres choses. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce retour et cet effort de replanter cette langue comme nous le rêvons pour beaucoup, nous, entre guillemets, les éclairés? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on y arrive aujourd'hui ou pas, selon vous? J'avoue que je me pose la question. Je pense qu'on n'y arrive pas exactement parce que c'est-à-dire que à cause de tout ce qui s'est passé, ce n'est pas forcément notre langue d'intimité. C'est-à-dire que par exemple ma mère et moi, quand on est toutes les deux ensemble, on parle français. Si on parle notre langue, ça veut dire qu'une autre personne est là. Donc en fait, c'est la langue qui nous sert à nous couper, à nous mettre à l'abri du regard extérieur. Donc, parce qu'elle me parle français depuis que je suis toute petite, parce que c'est ses premiers parents qui ont fait des études et qui étaient dans cette inscription du français parfait. Donc, elle et moi, on se parle français quand on est ensemble et simplement quand il y a des inconnus ou qu'on est dans la foule, là, on revient à notre langue. Donc, la langue de notre intimité, aujourd'hui, c'est le français. Mais je veux croire que les liens se font de différentes manières. À force d'apprendre, on transmet aussi de 1000 façons, mais ça m'habite complètement. On ne peut pas revenir en arrière de ce qui a été fait, mais il va nous falloir inventer malgré tout quelque chose, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, le monde entier, lui, les autres, ils parlent leur langue. Si de s'être et c'est pas du tout de notre faute ni de la faute de nos parents, je veux dire les Bretons qui ne parlent plus le patois, enfin c'est terminé. Personne ne va revenir, ils vont l'apprendre à l'école ou les Basques ou je sais pas, ils vont peut-être l'apprendre à l'école, mais c'est plus du tout la même chose qu'une langue qui va être une langue du quotidien. La chance que nous avons, nous, c'est qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal encore, et dans des pays où c'est mis en avant, eh bien, ces langues-là existent pleinement. Donc, l'idée, c'est de se réimplanter tout doucement, sur place. Comme on va être jeune fille au pair à Londres pour améliorer son anglais, je sais pas, et revenir avec nos enfants dans une espèce de géographie pour leur permettre. Et maintenant qu'ils sont grands, moi, je vois les miens, il y a aussi un désir de ça. Parce qu'eux aussi se rendent compte que les autres parlent leur langue. Ils se rendent compte que les autres ont des liens. Ils se rendent compte. Donc, cette envie de revenir, cette envie de comprendre, de s'implanter dans la musique, dans la nourriture, dans les géographies, Moi, je suis fatiguée de traduire les chansons. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Je dis non, il faut que... Apprends, enfin, m'embête pas. Mais il y a un truc comme ça aussi qui est de leur désir et qu'on doit peut-être apprendre. J'en sais rien. Je pense que on retricote quelque chose qui a été brisé et qui a été brisé dans de la violence. Ce n'est pas neutre ce qui s'est passé. Ce n'est pas neutre et il faut savoir que, il faut relier ça au temps colonial. Nos parents ont été interdits de parler leur langue à l'école et même à la maison. Et en étant punis, en étant battus. Voilà, c'est ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reproduit dans leur famille l'interdiction qui leur avait été faite. Donc ça vient aussi d'une violence intégrée, comme un retournement du stigmate. Donc il y a quelque chose, oui, qui là mérite qu'on y réfléchisse comme beaucoup de choses dans la façon dont nous faisons société. Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas essayer de cacher les cicatrices. Ouais, non, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Nous sommes des sociétés de bruit parce que nous sommes bruyants dans nos émotions, mais nous sommes beaucoup de sociétés de silence dans la profondeur de
de nos traumatismes et dans la façon dont nous les exprimons. Mais tant que les traumatismes ne sont pas exprimés, on ne peut pas arrêter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer le traumatisme. Quand on a souffert, quoi qu'il arrive, on ne revient pas à l'innocence. La cicatrice reste. Le mal est passé par là et ça se voit. Simplement, en prendre acte et arrêter l'héritage traumatique, mettre fin à la propagation dans le silence de ça, c'est ça la responsabilité de notre génération par rapport aux autres, bien sûr. Bien, ce serait bien de s'arrêter sur ces mots d'espoir Emily Boom, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Je pourrais vous faire signe, dédicacer des livres si vous le voulez. Vous venez d'écouter une rencontre avec la romancière Emily Boom lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, samedi 28 mars 2026, réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.